Souvent appelé à commenter l'actualité géopolitique du Moyen-Orient, le professeur de sciences politiques à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Sami Aoun, propose un regard aiguisé sur les grands enjeux de la région. La considération des facteurs ethniques, culturels, religieux, linguistiques se retrouve au cœur de son œuvre, tant dans ses interventions orales qu'écrites. Il nous fait d'ailleurs l'honneur de nous partager ses réflexions sur cette région sans cesse au cœur des préoccupations internationales qu'il appelle presque affectueusement le Grand Moyen-Orient. Sami Aoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Écoutez, ma première question va vous sembler, je dirais, presque simpliste, trop générale. Mais je pense qu'elle s'impose, ne serait-ce seulement pour avoir un moment de recul, un peu de recul. Quand on voit tout ce qui se passe en ce moment dans le Moyen-Orient, dans toute cette région, Afrique du Nord aussi, etc., on considère qu'il y a beaucoup de bouillonnement, que ça bouge beaucoup. Pourquoi est-ce que ça bouille particulièrement dans cette région-là? Pourquoi est-ce que le Moyen-Orient semble constamment en ébullition? C'est un questionnement qui s'impose. Ce qu'on appelle le Moyen-Orient, qui n'est pas un bloc monolithique, comme vous le savez, alors c'est un passage obligé pour toutes les grandes civilisations. Quand il y a de trop plein de puissance chez lui, dans cet espace qu'on pourrait appeler l'espace arabo-musulman, ou le Grand Moyen-Orient, espace musulman, avec beaucoup de variétés à l'intérieur, avec de puissances et hyperpuissances régionales, comme Israël ou l'Iran ou la Turquie, à titre d'exemple. Alors, c'est un passage obligé. Quand il a trop plein de puissance chez lui, il va sortir de ses frontières. Et quand il y a de trop plein de puissance dans les civilisations qui l'entourent, qu'ils soient la chinoise, la russe, l'européenne ou les États-Unis qui est un peu lointaine quand même, alors il y a un débordement, soit de violence, soit de secousses ou de séisme, comme on le voit. Ça, c'est au niveau géopolitique. Mais au niveau interne, un regard interne, il y a eu plusieurs vagues de démocratisation après la chute de l'Union soviétique. Et en ce sens, ce Moyen-Orient arabe, arabo-musulman, il s'est libéré de la guerre froide, qui était toujours froide en Occident et en Europe, mais elle était plutôt chaude dans cet espace. Alors cette fois-ci, et après la fin de cet empire soviétique, on voit que la culture arabo-musulmane est quand même bouillonne, comme vous dites, dans son ambition d'atteindre un idéal de liberté. Alors, si on remarque bien les slogans des manifestants, des insurgés, c'était nécessairement concentré autour dignité et liberté. Et sur ce point, on voit cette attraction pour l'idéal de la liberté. Mais il faut le dire dès maintenant, ce ne serait pas un libéralisme peut-être selon les paramètres ou les modalités de ce qu'on a vu dans l'Europe de l'Est ou l'Amérique latine ou ailleurs, mais ce serait teinté ou avec des ingrédients de propre particularisme et les expériences particulières de ces sociétés qui sont entre deux référents. Le référent traditionnel, qui est quand même une constante, l'islam, avec sa vision du politique, sa vision de l'État, sa vision de la moralité et de l'éthique, et aussi la modernité, qui est aussi un cadre référentiel assez important, qui fait de la pression et qu'on ne peut plus aussi ignorer. Vous me parliez de la chute de l'URSS et de la fin de la guerre froide comme un moment marquant. Est-ce à dire donc qu'au lendemain de la guerre froide, certains États du Moyen-Orient se sont trouvés orphelins? Oui, pratiquement. Ils étaient quand même face à leur vacuum idéologique, à leur besoin d'aller chercher d'autres formules, soit de gestion de crise, soit de gestion de la pluralité, et surtout la pluralité ethno-culturelle et surtout confessionnelle ou pluriconfessionnelle, dans plusieurs cas dans ce monde arabe ou dans ce Moyen-Orient arabo-musulman.
Et en ce sens, ils ont perdu cette marge de manœuvre, oui, mais aussi ils sont venus à l'idée que les pouvoirs en place, donc le despotisme, n'apportent pas les vrais remèdes pour les maux et les difficultés et les enjeux sociaux et socioculturels et sociopolitiques. De même coup, et surtout après le 11 septembre, il y a eu une prise de conscience que cette avenue d'un terrorisme aveugle et obscurantiste aussi ne porte pas en soi et en lui-même ce qui pourrait être un nouvel horizon prometteur pour les jeunes arabes. Alors donc, il y a eu comme une mise en échec de la gestion despotique, autoritaire, policière de l'État en présence et de la société, et il y a eu un moyen qui a montré sa limite et ses limites dans la confrontation avec l'ennemi. Et sur ce point, il y a un retour maintenant à l'intérieur pour aller chercher d'autres façons et de gérer et d'autres façons de se connecter au monde. Vous parlez de confrontation. Et on pourrait se référer, par exemple, bien sûr, à Samuel Huntington et son fameux choc des civilisations, auquel vous faites, bien sûr, fréquemment référence aussi. On semble vouloir résumer ce qui se passe à un choc, justement, ethnique, religieux en particulier, à cette espèce de conflit. Finalement, on pourrait être plus simpliste en disant qu'il s'agit ici d'un conflit entre la modernité et la tradition. Est-ce que c'est réducteur de dire ça comme ça? Est-ce que c'est généraliser les choses? Oui, c'est vrai, c'est généraliser les choses. De un, il faut bien comprendre que ce printemps arabe, dans sa projection idéale, idéalisée, même romancée, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une ère, c'est la chute du mur de Berlin pour les Arabes. Et sur ce point, il faut voir maintenant qu'il y a d'un côté cette relation antagoniste aussi qui est parfois surdramatisée avec l'Occident, parce qu'on oublie que l'Occident stratégique, son meilleur allié, c'était l'islamisme politique durant la guerre froide, justement, et dans le combat contre le soviétisme. On pourrait penser à l'Afghanistan, bien sûr. Justement. Et sur ce point, on arrive à l'autre point qui est plus important aussi dans votre réflexion. Oui, ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement un choc avec l'Occident, mais c'est un ensemble de chocs à l'intérieur de la culture politique musulmane, arabe, arabo-musulmane. C'est musulman versus musulman. C'est islamiste versus islamiste. Sur le clivage, quel est le dosage qu'il faut emprunter à cette modernité, aux idéaux de la modernité, à la démocratie? Quelle forme de libéralisme on pourrait accepter sans être antagoniste avec les constantes de la tradition et aussi comprendre qu'il y a des nécessités auxquelles il faut répondre et la modernité nous donne quelques outils. On se rappelle la volonté, entre autres, de George W. Bush lors de son intervention en Irak et des intellectuels alentour du pouvoir américain à l'époque qui se disaient désireux d'épandre la démocratie dans la région. Our war against terror is only beginning. Quand on regarde ce qui se passe, est-ce que l'histoire est en train de donner raison à l'administration Bush? C'est-à-dire le sens de l'histoire est vers plus d'humanisme et plus de libéralisme. Et de plus en plus, on a des valeurs communes, universelles, qui sont plus apparentées avec le registre de la démocratie, du libéralisme politique, de la libéralisation économique. À tort ou à raison. Mais de plus en plus, les valeurs communes universelles puisent dans ce registre de l'idéal démocratique. Maintenant, dans l'approche néoconservatrice ou l'approche de l'administration de George Bush au lendemain du 11 septembre, c'était des valeurs démocratiques selon un particularisme occidental qu'on voulait ou qu'on aspirait ou qu'on désirait imposer par la contrainte, par un forcing. C'est la démocratie par la force, par le feu et le sang, et surtout de l'extérieur. Et c'est pourquoi toute cette idéologie
de répandre ou d'universaliser le modèle démocratique n'était pas crédible, parce qu'elle est venue vraiment sur les chars. Et il y a eu beaucoup de critiques à ces intellectuels qu'on appelle les intellectuels des Yankees, qui faisaient la promotion de cette démocratie. Mais ceci étant dit, oui, peut-être il y a eu une instrumentalisation de cette imposition par la contrainte de la démocratie par l'administration américaine et par l'Occident en général. Mais ce qui est vrai aussi, rejeter la démocratie et l'idéal démocratique parce que justement le moyen bushiste était agressif, aussi c'est un faux argumentaire et on ne peut pas aller trop loin avec cet argumentaire. La démocratie est un besoin indépendamment des intentions de l'Occident et indépendamment de la contre-réplique qui est venue de quelques élites arabes qu'on peut appeler les élites qui font l'éloge du sultan ou du pouvoir despotique. Si les autres sont les élites pro-Yankee, pro-Occident, les autres aussi font l'éloge d'un despotisme ou d'un pouvoir autoritaire. C'est maintenant, aujourd'hui, avec le printemps arabe, où on a peut-être l'heure juste. L'heure juste, c'est que l'idéal de liberté sort de la rue arabe. Voilà. Il n'est pas le propre des Américains ni de l'Occident, c'est le caractère humaniste de ces valeurs dites démocratiques. Justement, alors en ce sens, la vague de la démocratisation qu'on a accusé les Arabes d'être à son égard soit récalcitrants, soit leur terreau culturel n'est pas fertile aux idéaux de la démocratie, avec l'expérience tunisienne en particulier, on a montré que c'est un faux départ et une fausse perception. Et la théorie de Samuel Huntington, ici, se fracasse et certainement montre ses limites, parce que le Tunisien, en s'alliant à une vision commune, universelle, fondée sur la dignité, la justice et la liberté, alors à ce moment, il fait sa connexion, si vous voulez, avec la vague de la démocratisation mondiale. Et ainsi de suite pour les autres. Certainement, le chemin est plus tortueux et plus malheureusement ensanglanté dans le cas de la Libye, de la Syrie et du Yémen, mais c'est le prix à payer après 3, 4, 5 décennies de despotisme et d'autoritarisme. En 2009, dans la revue internationale et stratégique, vous écriviez, en parlant bien sûr de l'approche de Barack Obama, qui était élu depuis 1 an, plus ou moins à ce moment-là, vous disiez que l'approche d'Obama a été perçue de manière diverse. Certains musulmans se déclarent satisfaits de son mea culpa, d'autres exigent plus que les dires. Des voix se disent déçues par son réalisme en faveur des régimes en place et d'autres enchantées par son idéalisme. Mais tous s'accordent à penser que tant que ses bonnes intentions ne se concrétiseront pas et que le statu quo persistera, il est improbable qu'un climat de confiance à l'égard des États-Unis s'établisse dans le monde musulman. Depuis 2009, je dirais l'actualité s'est quand même un peu accélérée, mais le poids des États-Unis, est-ce qu'il est encore le même avec Barack Obama ou est-ce que dans les faits, ce qui se passe démontre peut-être un affaiblissement du moins de l'emprise de l'États-Unis dans la région? Il y a une faiblesse d'emprise de l'Occident en général sur le système international. Mais pour Obama, pour évaluer ce qu'il a fait, il faut considérer 2 registres. Le premier, le printemps arabe. C'est là où il a eu la sagesse peut-être, et fort probablement, de faire un commandement d'arrière-siège, de siège arrière, leading from behind. Et sur ce point, il a reculé pour laisser les tendances, les dynamiques des sociétés se faire. Et en ce sens, il a prononcé des discours en disant « Je vous propose un modèle démocratique, mais je ne vous l'impose pas ». Et il fait une offre de dialogue. Le fait qu'il a reculé et qu'il a renoncé à l'approche, disons, belliqueuse ou agressive ou provocatrice de son prédécesseur, M. Bush, alors sur ce point, il a été bien accueilli. Et dans le printemps arabe, peut-être les historiens vont nous blâmer si on fait un jugement
et une évaluation du rôle et de l'influence des Américains là-dedans, mais peut-être c'est précoce, mais il faut le dire que là où il y a un changement, c'était dans l'arrière-cour de l'Occident en général et des Américains. Donc les Américains, les États-Unis ont compris qu'avec ces régimes tyranniques, autoritaires, ils ne peuvent pas faire beaucoup de galons. Et l'anti-américanisme, justement, est un phénomène qui est accentué par les régimes en place pour combler leurs propres lacunes et leurs propres mauvaises, piètres performances dans la gestion de l'économique, du social et du culturel dans ces régions. Alors sur ce point, Obama, pour l'instant, on pourrait dire qu'il a bien fait. Le dossier où ces dires ne se sont pas concrétisés et que ici on risque peut-être d'avoir un sursaut de l'anti-américanisme, c'est le dossier palestinien. Et là, la position de M. Obama de s'aligner 100% sur la position israélienne, ça pourrait lui faire beaucoup de dégâts et de dommages dans et soit sa crédibilité, soit dans sa façon de promouvoir les valeurs communes universelles. On accuse, on pourrait dire qu'on accuse, le président américain de manquer de leadership dans ce dossier. Oui, au niveau de la théorie, je crois que M. Obama a fait un bon défenseur de la solution des deux États. Il a mis les paramètres, les prérequis pour concrétiser justement l'accouchement de l'État palestinien. Et il s'est engagé lui-même sur cette avenue. Malheureusement pour lui, soit qu'il a été pour des raisons électorales, soit pour des raisons intérieures aux États-Unis, vu peut-être la fragilité de son leadership à l'intérieur, le recul des appuis pour son parti, le Parti démocratique, mais n'importe quelle soit la raison, vous avez raison de signaler que ici, le repositionnement en douceur de M. Obama dans l'espace moyen-oriental et arabe a reçu un coup sévère quand il a été projeté par les Palestiniens comme celui qui va brandir le veto contre la formation de l'État palestinien. Ce qui est consolant, au moins pour les Américains en général et pour leurs stratèges, c'est qu'il n'y a pas une autre grande puissance, qu'il soit la Chine ou la Russie notamment, qui est capable d'aller cueillir ou récolter ou bénéficier de ce déficit américain dans le dossier palestinien. C'est pourquoi on voit bien que les Américains, peut-être, c'est un acteur qui n'est pas si honnête et n'est pas un médiateur honnête, mais il est toujours le médiateur incontournable. Changement de registre. Dans cette émission, on a pris l'habitude de s'attarder non seulement aux objets de recherche, mais aux chercheurs aussi. Vous êtes originaire de pays arabes, vous êtes originaire du Liban, mais est-ce que, quand on s'interroge sur le caractère, le besoin d'impartialité, d'objectivité de la science, est-ce que vous trouvez parfois vos propos risqués? Est-ce que vous sentez que vous marchez sur des œufs? Je pense entre autres à l'assassinat de Rafik Hariri, le procès. Est-ce que vous avez parfois l'impression, la peur d'être monoté, censuré dans vos propos? Oui, il y a une forme d'autocensure parfois. Et en ce sens, dans le cas libanais, certainement, je double de vigilance, généralement pour être sûr que je ne tombe pas dans un piège de propagande ou que je ne sois pas moi-même autopiégé par mes préférences ou par mes convictions profondes sur ce qui arrive. Si je me permets, par exemple, de commenter ou d'analyser, alors les gens vont comprendre, et j'espère que cette image que je projette, qu'il a fait ses devoirs pour s'assurer la cohérence de ses arguments et qu'il n'est pas tombé dans des rumeurs ou dans des fausses interprétations circulées ici et là. Dans la question irakienne, certainement, il y a eu un quiproquo et beaucoup de malentendus entre le monde arabe en général et les Irakiens. Et l'exemple est typique. Les Arabes qui sont majoritairement sunnites
étaient plus fascinés par la personnalité de Saddam Hussein, pour la majorité, je dis, qui est le grand combattant contre l'Occident, ainsi de suite. Tandis que de l'intérieur irakien, et quand vous regardez la majorité chiite et vous regardez la communauté kurde, qui représente une grande majorité en Irak, n'était pas si enchanté par la personnalité de Saddam et surtout ne prenait pas pour acquis toute sa propagande sur sa personne et ses exploits. Alors, en tant que commentateur du Québec, francophone, d'une université de Sherbrooke, alors c'est difficile de faire comprendre, regardez, ici, il faut être attentif, attentionné même à la cause des Irakiens majoritaires anti-Saddam et non pas à la majorité pro-Saddam qui est non irakienne. Alors, ça, c'est un peu difficile. Et ce qui est aussi difficile, c'est ne pas accepter de faire l'éloge du despotisme. À ce moment, vous serez accusé de faire l'éloge de l'envahisseur. Voilà. Alors, il faut savoir être critique à l'égard à la fois de l'OTAN, de l'Occident envahisseur, disons, et aussi du pouvoir autoritaire. En terminant, une question, je dirais, dans l'esprit de plusieurs chroniqueurs et de plusieurs opiniards de par les temps qui courent, en particulier chez nous, avec l'immigration, avec le port du voile, la laïcité, etc. Est-ce que, je dirais, les musulmans occidentaux, les musulmans en général, dans la perspective occidentale, sont les nouveaux communistes, la chasse aux communistes d'hier? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce que c'est exagéré de le dire? Je crois que c'est exagéré. Et je crois aussi il y a un phénomène d'islamophobie. Parfois, il est aussi exagéré, plus que le nécessaire. Alors, ce qui est aussi, il faut faire la différence entre l'Amérique du Nord, l'expérience canadienne, l'expérience québécoise, états-unienne et celle de l'Europe. Alors, pour commencer avec le Québec, l'immigration musulmane qui est là, généralement, est très satisfaite de son expérience, de son intégration, si on croit les sondages. Mais aussi, il faut comprendre que cette communauté musulmane est quand même couveuse de beaucoup d'aspirations libérales, démocratiques et protectrices même de ce fait. Tandis qu'en Europe, le phénomène d'islamophobie est aussi peut-être plus pesant. Il y a de un, la différence avec le Québec, à titre d'exemple, c'est que là-bas, l'immigration et plutôt s'impose à cause du flux migratoire des réfugiés. Tandis que le Québec écrème, si vous permettez l'expression, son immigration en général. Et ici, il y a peut-être plus d'espace, plus de prospérité. Il n'y a pas aussi ce passé lourd du colonialisme et donc il n'y a pas cette animosité, si on se permet de parler ainsi, à l'égard de l'État ou à l'égard du pouvoir en place. Alors, c'est pourquoi il faut faire la différence entre les deux. Mais en général, les communautés musulmanes, 40 millions en Europe, 10 millions à peu près en Amérique du Nord, alors ils vivent dans des espaces libéralo-démocratiques. Avec le printemps arabe, on a eu peut-être la confirmation que ces communautés musulmanes ont le goût d'appliquer ce qu'elles vivent dans l'espace libéral dans leur foyer d'origine. Et on a sous-estimé que ces diasporas, ces communautés diasporiques intégrées dans le processus démocratique, dans la vie démocratique, dans l'état de droit, et qu'elles ont le bon vouloir d'aller transmettre ça à leur propre foyer d'origine. Et sur ce point, la communauté musulmane devrait saisir une grande leçon de la démocratie, que la démocratie protège le marginalisé, celui ou celle qui est même victimisé par sa propre communauté. Et sur ce point, le port du voile, si c'est un choix dans les limites de contrat social, dans les limites de consensus social, c'est bon. Mais
Ceci étant dit, la prise de conscience des communautés musulmanes et des intellectuels musulmans et des grands pédagogues, éducateurs, et qui sont une masse grise imposante au Québec, ont aussi l'obligation de ne pas s'engager ou ne pas accepter de s'engager sur la voie de la provocation et d'une visibilité extrême. Parce que cette visibilité est un peu provoquée ou artificielle pourrait les rendre à un certain moment peut-être des victimes de boucs émissaires, ainsi de suite. Alors il est mieux que d'intégrer le pacte social, le contrat social, l'édifice social québécois en tant que performance, de compétence, sans trop exagérer la distinction, parce que dans la distinction, vous pouvez avoir le bien-être d'une seule personne, mais quand vous généralisez cette distinction vestimentaire ou au niveau des apparences, ça devient groupal, alors il y a un mal-être pour le groupe qui pourrait venir à un certain moment. Sur ces réflexions plus qu'intéressantes, Sami Aoun, je vous remercie de votre passage à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au plaisir.